Bonjour Léa, bonjour Sylvie, Bonjour. Bonjour. est-ce que vous nous entendez? Alors, Très bien, oui, merci. Georges, voilà, je crois c'est reconnecté puisqu'il y avait un petit lag. Je vais vous introduire un peu pourquoi vous êtes là, pourquoi ça nous intéresse nous, parce que effectivement, il y a il y a beaucoup de sujets en France qui pourraient être réglés, on va dire, d'un trait de plume. Oui. Votre cas, c'est typiquement le cas. C'est-à-dire que on comprend pas et on se dit mais pourquoi on se retrouve face à une absurdité telle que qui vous a touché. Alors je vais introduire un peu. Donc vous avez lancé une pétition, donc je vais montrer la pétition à l'écran par rapport à quelque chose, c'est-à-dire vous avez toutes les deux passé le concours. Donc le concours pour être enseignante dans le premier degré, donc pour ceux qui sont un peu néophytes ou qui n'ont pas d'enfants, premier degré c'est l'école primaire. Euh, C'est ça. Exactement. Et donc comme tous les concours, il y a un certain nombre de places. Ces places sont, on va dire, pourvues, sauf qu'il y a un certain nombre de postes vacants. Donc le nombre de places disponibles pour le concours ne correspond pas au nombre de postes vacants. On n'arrête pas de nous bassiner avec on n'arrive pas à recruter parce que les gens postulent pas, mais quand les gens postulent, même s'ils passent le concours, on les prend pas. Et donc, on se retrouve au fait que vous passez le concours, vous vous retrouvez sur liste d'attente, et de l'autre côté, on découvre qu'il y a plein de postes vacants non pourvus, puisque des missions, départ à la retraite, etc. Et le rectorat ne sait pas quoi faire pour pouvoir ces postes, à part effectivement prendre des précaires, c'est-à-dire des enseignants contractuels qui ont un niveau d'études inférieur à ceux qui ont passé le concours, mais et on suppose que c'est un peu par là, et c'est une des raisons pour laquelle, on va dire, on est un peu dans cette situation-là, c'est surtout que c'est des gens qui coûtent moins cher. Et donc, voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu justement qui vous êtes, pourquoi vous avez décidé de vous engager? Parce que pour un début de carrière, s'engager déjà dans un bras de fer avec le rectorat ou l'éducation nationale, certains pourraient dire que c'est suicidaire. Donc, parlez-moi un peu de votre projet, de cette pétition. Pourquoi elle a réussi apparemment, du moins, est-ce qu'elle a complètement réussi ou pas? Est-ce qu'il y a une issue positive à tout ça? Alors déjà, moi je m'appelle Sylvie Favresse, donc j'ai 23 ans, je viens de passer mon concours du CRPE, donc pour être enseignant dans le premier degré. Et avant, il me fallait un master MEF aussi, puisque pour être en tout cas 100% la première année en tant que professeur, il faut absolument avoir le master et le concours. En fait, ce qui se passe, c'est que chaque année, un nombre de places limité est ouvert au concours, que le rectorat, selon ses potentiels besoins, va ouvrir une liste complémentaire, donc la liste d'attente, entre guillemets, pardon. Et c'est selon les besoins estimés, en fonction du fait qu'il y a des lauréats du concours qui peuvent annuler ou refuser leur place, finalement, ils changent d'avis. Il y a peut-être des démissions qui vont avoir lieu, des retraites qui ne durent pas toute l'année, qui partent en avance, etc. Le truc, c'est que je pense que quand ils préparent la rentrée, ils prévoient aussi les mouvements internes, parce qu'il y a des enseignants qui viennent de d'autres académies, de d'autres régions, qui veulent potentiellement venir à Toulouse, mais un nombre de places limité leur est réservé. Fait qu'à la rentrée, des fois, on se retrouve, en fait, il manque des enseignants. Et la situation était telle que cette année, il manquait beaucoup d'enseignants, à tel point qu'on n'avait plus de remplaçants disponibles, puisque tous les enseignants qu'on avait, contractuels, remplaçants, professeurs titulaires, etc., étaient placés dans des classes à plein temps, et que si quelqu'un tombait malade, on n'avait plus personne pour les remplacer. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que, ayant passé le concours et estimant qu'on était compétents et compétentes, puisque la moyenne des personnes qui ont été sur la liste complémentaire, elle est de 12 sur 20 à peu près. Donc, on estime quand même que pour un concours qui est quand même très exigeant, c'est plutôt bien. Exigeant à Toulouse. Exigeant à Toulouse surtout, oui. Donc, on s'est battu un petit peu avec le rectorat. On a beaucoup manifesté, on a contacté beaucoup de députés, tous les syndicats, et on a essayé de faire entendre parler de nous, d'avoir un maximum d'audience avec le secrétaire général du rectorat, le DAZEN quand il pouvait, etc., pour vraiment défendre notre cause et qu'on passe prioritaire face aux contractuels.
Les contractuels, il y en a qui sont compétents, il y en a qui ont Oui. aussi passé le master et aussi passé le concours, mais qui ne l'ont pas eu. Ou alors ils sont sur liste complémentaire, ils ont quand même postulé. Ou alors ils sont même pas sur la liste complémentaire. Mais il y a aussi en effet des personnes qui sont en reconversion, qui n'ont jamais mis les pieds dans une classe et à qui on va offrir un poste. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est battu, parce qu'on préfère qu'on priorise quand même déjà nous, donc la liste complémentaire, qui avons passé le concours et qui sommes sur la liste du coup des 400 premiers, me semble, sur un concours où à l'origine il y avait 2100 personnes. Et ensuite qu'on passe aux contractuels et surtout qu'on prenne en priorité des contractuels qui sont formés et compétents avant de éventuellement embaucher d'autres contractuels. Oui, non, je comprends. C'est vrai que dit comme ça, on voit effectivement probablement les managers sous Excel qui faisaient des calculs d'apothicaire pour savoir qu'est-ce qui était le plus rentable. Sauf que, vous l'avez évoqué, il n'y a plus de corps de remplaçants. C'est-à-dire que on l'a vu depuis l'épidémie Covid, dès qu'un professeur est malade, ça devient la croix et la bannière qu'il soit remplacé. Au final, il y a des heures de cours qui sautent. C'est-à-dire que des parents qui sont obligés de trouver des solutions, souvent en plus, par exemple, si on prend le cas des mères seules, etc., qui n'ont pas de solution à part poser des jours sur déjà des salaires qui sont pas forcément mirobolants, ce qui fait que ça crée une espèce de spirale négative pour tout le monde, donc ça va irriter les parents. Ça fait dire qu'il y a des enseignants qui osent même plus se mettre porter malade parce qu'ils savent que s'il n'y a pas de remplacement, ben justement ils mettent des familles dans des difficultés, etc. Donc tout ça, on va dire, on tombe dans le pire des, des atmosphères malsaines du travail. C'est-à-dire, on serait dans le privé. Je pense qu'il y aurait des films et des films. Je veux dire, mais comme c'est l'État, l'éducation nationale, bah, c'est pas grave. Il peut être le pire employeur. Il peut faire, on dirait que ça touche moins la population. C'est-à-dire que, Oui. Mais les gens en fait n'ont pas conscience de ce qui se passe. C'est-à-dire que nous, pareil, avec le SNUDIFO, on se bat pour la fonctionnalisation des contractuels et des AESH parce qu'en fait, être contractuel, c'est bien, mais un contractuel, c'est quelqu'un qui a un CDD, qui est renouvelable à vie. L'État n'a aucune obligation de respecter la loi qui dit qui stipule qu'après 3 CDD, on est obligé d'embaucher la personne en CDI ou de ne pas du tout renouveler son contrat. Et le problème, c'est que avoir un emploi comme ça pendant 4, 5, 10 ans et du jour au lendemain perdre son emploi, qu'est-ce qu'on fait? Surtout quand on a passé 15 ans dans l'éducation nationale, c'est très compliqué de trouver une réorientation de suite, de savoir quel métier pourrait nous correspondre et de pas vite partir dans un métier alimentaire quand c'est l'éducation nationale qui est notre métier passion. Et pareil pour les AESH, on sait qu'elles sont sous-payées. Il y a des établissements, je ne sais pas si c'est les privés ou les publics, mais il y a des établissements dans lesquels c'est à la charge des parents. Sauf que payer une AESH quand ton enfant en a besoin et que c'est dans le domaine scolaire, ça m'a l'air un peu compliqué. Donc pareil, on essaie de faire en sorte qu'elle soit fonctionnalisée pour qu'on en ait plus, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui en ont besoin et qui ne peuvent pas en avoir parce qu'on en manque. Qu'elle soit à plein temps, parce qu'un travail à mi-temps à vie, c'est très très compliqué, surtout quand on est en fractionné. Une AESH peut avoir 4 écoles dans la semaine, c'est vraiment un métier très précaire aussi. Donc oui, en fait, les gens voient juste que, je caricature, mais c'est vrai, et on me l'a déjà dit, ça va, les profs, ils se plaignent, mais ils ont des vacances. Sauf qu'on manque de personnel. Moi, là, du coup, cette année, je suis affectée à une classe, j'ai 24 élèves, j'ai un double niveau pour une première année en tant que professeur des écoles. On a des élèves 10, on a des élèves en difficulté, on a des élèves qui vont avoir besoin de mettre en place des dossiers complets pour demander une AESH. On sait que ça va difficilement aboutir, donc ça va vraiment être une bataille. Il faut aussi que l'État et les gens prennent conscience que c'est un métier qui est très compliqué et que on a besoin de beaucoup de moyens matériels et en termes de personnel. oui, alors, je suis entièrement d'accord avec je souscris à tout ça, parce que, par exemple, vous avez cité la question des parents qui doivent payer un AESH. Ce que les gens se rendent pas compte, c'est quand on a un enfant porteur de handicap, souvent, c'est des séances. Ça veut dire que déjà, on doit
aménager son temps de travail pour pouvoir s'occuper de cet enfant. Mhm. Donc ça fait généralement une perte de salaire, plus des coûts qui sont généralement pas forcément et très rarement couverts par la MDPH. La MDPH donne des sous, mais les gens disent ah ils touchent 800 €. Oui, comment ça s'appelle, une psychomotricienne par exemple par mois, c'est 250 €. Et donc si vous rajoutez l'orthophonie, le psychologue, on va dire très vite, ça chiffre. Et pour aller à toutes ces séances, il faut soit embaucher quelqu'un, bêtement, soit le faire sur son temps de travail, donc ça diminue. Et donc quand il faut en plus financer une aide humaine, à un moment, si on n'a pas vraiment les moyens, on peut pas. Et donc ça renforce la précarité puisque les enfants les plus précaires qui sont porteurs de handicap vont se retrouver encore plus dans une situation précaire. Et ceux qui ont les moyens vont s'en sortir. Donc c'est effectivement déjà une ségrégation de base. Et c'est vrai que sur la question des contractuels, c'est toujours quelque chose qui m'a choqué. Moi, personnellement, ma femme a passé 12 ans contractuelle. Avant d'être passée en CDI, attention, elle n'a pas été titularisée. C'est déjà vachement bien. On peut pas s'en plaindre. Oui. 12 ans. C'est-à-dire n'importe quelle entreprise privée ferait ça, mais même avec la réforme des prix, ce serait condamné. Non, l'État peut le faire. C'est-à-dire qu'on peut travailler pendant 12 ans avec un statut où tous les ans, on attend son arrêté au cas où, parce qu'on sait jamais. Peut-être qu'il vient pas. Et donc, c'est vrai que ça crée une pression. Ça fait que les agents osent pas se plaindre. Parce qu'on a toujours le coup près. Si on s'est plaint, comme il n'y a même pas besoin de justifier pourquoi c'est pas renouvelé. Ça aussi. Dans le pays, on doit justifier pourquoi on renouvelle pas les gens. Là, rien. Et oui, non, c'est une situation. Et surtout, là, il y a un rapport justement de la Cour des comptes qui est sorti sur la question des AESH, etc. À chaque fois, on présente l'éducation nationale comme un coût, alors que l'éducation nationale est un investissement. Exactement. On investit dans les voitures électriques. On ne dit pas c'est un coût, on dit on investit dans l'avenir, dans la transition écologique, dans les intelligences artificielles. Par contre, l'éducation nationale, on paye. Non, c'est un investissement parce que des enfants mieux formés, c'est les citoyens de demain qui vont faire une société meilleure. C'est bizarre, ça a l'air utopique de dire ça, mais c'est une réalité. Alors peut-être, Georges, tu as une question pour Léa et Sylvie parce que je trouve que c'est beau, justement, elles se sont battues. Et ce que je disais, puisque c'était pendant le moment où tu n'étais pas là, commencer une carrière déjà avec un bras de fer avec le rectorat, faut en avoir, comme on dirait. Parce que franchement, il y en a plein qui auraient abdiqué, qui auraient laissé tomber. On a reçu une enseignante lors de la dernière matinale qui, elle, était pendant 6 ans en procès administratif pour qu'après, on voit que sa révocation a été fait n'importe comment. Pendant 6 ans, sans traitement, sans rien. Tous les gens laissent tomber, en fait. L'administration là-dessus, bref, je laisse la parole à Georges si tu as des questions à nos invités. Et sinon, justement, je pense qu'il faut faire parler de ça. Et je suis sûr que partout en France... Mais je crois que c'est ce que vont faire Léa et Sylvie, parce que... Alors, désolé, j'étais pas là, parce que voilà, mes filles sont restées à la maison, parce qu'elles sont malades. Donc, il faut jongler, nous aussi, on se retrouve dans des situations complexes. Mais j'ai quand même entendu ce que vous avez dit, et c'est effectivement formidable. J'avais une première question. Vous êtes des femmes. On a en France 16 à 17% de chômage réel, quoi qu'en dit le gouvernement. Et parmi ceux qui travaillent, 25% sont précaires. Et ce sont généralement des femmes. Oui. Dans 70% des cas. Est-ce que vous voyez ça dans l'éducation nationale? C'est-à-dire et en même temps féminisation et en même temps précarisation par des emplois de vacataires, de CDD et ainsi de suite. Oui, alors moi du coup c'est Léa Dufort, j'ai pas pu me présenter, mais voilà, j'ai 25 ans et le même parcours que Sylvie. Juste pour répondre à cette question, en fait, déjà en tant que femme, il y a aussi donc il y a toute la question de le congé maternité. Et également, il me semble que je ne dis pas de bêtises, mais il y a une différence de salaire entre femmes et hommes. Et après, je n'ai plus le rapport en tête, mais il y a beaucoup plus de directeurs qui sont des hommes que de femmes, par exemple. Voilà. Donc, je sais pas si ça dépend des écoles, mais c'est vrai que dans les écoles où j'ai été, où j'ai vu des directrices en général, c'est qu'il n'y avait pas d'hommes,
ou alors c'est des hommes qui occupaient des classes, je crois, qui ne pouvaient pas permettre une décharge. Parce que, par exemple, en maternelle, le ou la directrice en général va être le ou la professeure de la petite section, puisqu'ils ont 2 heures de sieste, donc ça permet de vraiment bien s'occuper de la direction, en tout cas de pouvoir avoir plus de temps pour le prendre en charge. Oui. Après, ils ont des jours de décharge aussi. Ils ont en plus des jours de décharge. Mais en différenciation de salaire, moi, j'en ai pas encore vu. Je pense que ça peut exister. Peut-être que pour les promotions, ils ont tendance à involontairement peut-être donner plus facilement des promotions aux hommes. Mais après, c'est assez invisible puisqu'en fait, les hommes sont très, très peu nombreux dans l'éducation. Donc ça se voit pas forcément finalement. Oui, mais du coup ils sont peu nombreux et pourtant ils ont les postes de directeur souvent. Oui, pas faux. Et normalement, en plus, on commence tous. En fait, c'est basé sur des indices et des échelons. Donc, par exemple, on commence nous là cette année à l'indice 1 avec 1 900 € bruts à peu près. Donc, normalement, cette année-là, hommes-femmes, on est tous payés à la même enseigne. On a tous le même salaire en fin de mois et les mêmes primes quand il y a des primes. Mais après, par rapport à ce que dit Georges, c'est vrai qu'il y a plus de femmes qui ont des mi-temps, ou du moins des aménagements, que d'hommes. Les hommes, généralement, ont rarement des aménagements. Ce qui fait que c'est 20% du salaire en moins. Oui, exactement. Et on nous fait remarquer qu'il y a 20 ans, l'entrée dans la profession d'enseignant, c'était 2,4 fois le SMIC. Et là, c'est 1,4 fois. Et donc, dans une métropole parisienne, 1,4 fois le SMIC, surtout si on est seul et pas en couple, ça commence à être difficile. Tout à fait. Et une des revendications justement du SNUDIFO, c'est d'augmenter le point d'indice pour ce salaire et comme ça en augmentant le point d'indice, en fait, ça serait équitable puisque c'est pas parce qu'on augmente de tant le salaire finalement, en fait, les disparités elles ne disparaissent pas finalement. Donc il faut vraiment augmenter ce point d'indice. Voilà. Et ils proposent aussi et ils insistent pour qu'on repasse en fait le concours en fin de licence, puisque on en parlait juste avant. En fait, là on a donc notre master et notre concours, mais techniquement on n'est pas rémunéré comme ayant un bac plus 5. On est rémunéré comme ayant un bac plus 3. Donc, en fait, il vaut mieux passer le concours en fin de licence et avoir, du coup, ces 2 années de master en formation pour avoir une certitude d'avoir un travail. Parce qu'une fois qu'on a passé le master MEF, pour être enseignant, en tout cas, c'est très difficile de trouver un autre métier et de se dire, maintenant, qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai des diplômes, mais ils vont pas me servir à grand-chose. Si je touche pas à l'éducation, en fait, je sais pas où je peux aller. Oui, complètement par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, par exemple, c'était la 3e fois que je passais le concours à Toulouse. Donc, c'est pour vous dire que c'est assez exigeant et qu'il faut de la détermination, voilà. Et alors, justement, moi, je me suis posé la question et si je ne suis pas recrutée, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Et alors, en fait, il y a quasiment qu'un seul choix, c'est être contractuel, voilà. Mais pourquoi c'était pas forcément le rêve? Parce que déjà, c'est très précaire, comme on a pu le dire déjà, mais ils n'ont pas les mêmes indemnités, pas le même salaire. Chaque année, ils ne savent pas s'ils vont être reconduits ou pas. Donc voilà, il n'y a pas forcément de suivi avec les élèves. On est vraiment, en tant que contractuel, on est un pion. Voilà, donc c'était pas forcément. J'avais pas forcément de perspective d'avenir à part devenir fonctionnaire. Moi, je comprends très bien. C'est pour ça que j'ai arrêté. Moi, je me suis retrouvé à l'université pendant 2 ans avec une charge de 192 heures par an, c'est-à-dire une charge pleine de maîtres de conférence, mais payant vacataire. Il fallait que j'amène un contrat à mi-temps à l'extérieur, qui était au McDonald's, pour pouvoir être payé, parce qu'ils n'ont pas le droit de payer une charge pleine qu'en vacataire. Ça, c'était il y a 20 ans. Depuis, ça a empiré. Et ça me permet de me poser une question, d'avoir votre avis par rapport à ce qu'a écrit Stéphane Chamignon dans le chat et que je voulais vous poser. C'est qu'on a un processus peut-être de liquidation des services publics. Parce que c'est un peu pareil de ce qui se passe à l'hôpital, à la poste, c'est ce qu'il écrit. Alors l'hôpital, c'est clair, un record historique d'émissions d'infirmiers, d'aides-soignants. Est-ce que vous ne pensez pas que tout ça
est une pression organisée pour privatiser et on voit avec une augmentation visiblement nette du nombre d'élèves inscrits dans le privé. Si, complètement. Je pense que c'est une manière de tendre vers une éducation privée. Le problème étant que on va devoir quand même garder l'éducation nationale publique, gratuite et laïque. En tout cas, j'espère que ça va rester. Mais peut-être que c'est une manière de l'État de limiter les dépenses de l'éducation publique. Le problème, c'est qu'on prône l'éducation inclusive, on veut l'éducation inclusive, mais comment est-ce qu'on peut inclure des élèves en difficulté en leur demandant de payer des études? Ça va juste en fait créer un gouffre entre les classes sociales qui existent déjà et l'aggraver encore plus et continuer de créer un gouffre et une distance énorme entre toutes les classes sociales et peut-être même commencer à engranger un peu plus de différends, on va dire, et de mépris de certaines classes envers d'autres et de conflits comme on pouvait le voir sur toutes les vidéos de reportages à l'époque où les écoles étaient ou masculines ou féminines. On voyait bien que il y avait une espèce de petite guerre entre les femmes et les hommes de l'avis qu'ils avaient des autres en fait. Si on vit pas ensemble, on peut pas connaître et apprendre à connaître l'autre. Et le but de l'école, c'est de former les citoyens, d'apprendre à vivre ensemble. Comment on peut apprendre à vivre ensemble quand on évolue qu'avec des gens de la même classe sociale que nous? On apprend à vivre dans notre société, mais dans la société qu'on connaît et qu'on a connue et qu'on a toujours connue. C'est bien aussi d'apprendre à évoluer dans d'autres sociétés et donc d'avoir des perspectives d'avenir, d'évoluer et d'avoir l'espoir de pouvoir peut-être un jour faire un métier qui est différent de celui de nos parents. Et vous le sentez, ce mépris de classe, est-ce que vous sentez, vous, déjà, cette stratification de classe et donc le mépris qui en découle? Pour le moment, je ne l'ai jamais vu en classe. Pas du tout, au contraire, j'ai déjà eu des situations pareilles dans les classes où moi j'ai été élève. Et au contraire, à cet âge-là, on a plutôt tendance à pas du tout avoir de préjugés en fait et à soutenir les autres, à vraiment être plein d'amour, d'empathie et de bienveillance envers les autres, même si c'est pas toujours facile. Oui, après j'allais rajouter que voilà, après les enseignants sur le terrain, en fait, ils sont quand même formidables parce que par rapport à ça, voilà, on met plein de choses en place et effectivement, on essaye de rattraper le coup, si je puis dire. Mais voilà, et merci beaucoup Stéphane Chamignon pour le commentaire, parce que pour revenir à cette question des contractuels, en fait, que ce soit dans tous les services publics finalement, je pense vraiment que c'est, oui, clairement une volonté politique de mettre des contractuels et donc qu'il y ait moins de fonctionnaires. D'ailleurs, je peux même aborder dès maintenant les raisons de pourquoi au début le rectorat ne voulait pas nous recruter. Alors, d'abord, dans un premier temps, c'était pour des raisons budgétaires. Voilà, donc on y est en plein dedans et c'est toute la question des contractuels, de la différence de salaire, etc. C'est vraiment ça. Et ensuite, alors, ce qui est un petit peu aberrant, c'est qu'ils nous ont dit qu'il n'y avait pas eu assez de départs à la retraite. Donc voilà, oui, forcément, du coup. On ne dira pas pourquoi, mais je pense que tout le monde a très bien compris. Donc voilà, on ne nous laissait pas la place de venir. Enfin, si, clairement, il y avait assez de place pour nous. Mais entre voilà, les raisons budgétaires et puis le fait qu'il n'y avait pas assez de départs à la retraite, voilà, bon, un peu pour vous dire les raisons de pourquoi ils ne voulaient pas nous recruter au début. Non, mais c'est absurde. On le voit partout. De toute façon, cette question, cette tendance au recours des contractuels, dans les administrations territoriales, on a parlé de l'hôpital, ça devient... c'est d'ailleurs les cabinets de conseil qui maintenant, même dans les ministères, font le travail qui était à l'époque fait par des gens, des assistants, des ministres, etc. C'est-à-dire que c'est devenu la règle où le privé vient se greffer sur le public, parce que c'est aussi le cas de l'éducation privée. Ils ont des profs qui sont payés par l'éducation nationale, ils ont beaucoup moins de contraintes, pas d'obligation de l'école inclusive, ça c'est très choquant, ils n'ont pas besoin de faire de classe Ulysse, de SECPA, de choses comme ça. Et donc, effectivement,
tout ça contribue, il se greffe. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est il se greffe sur le privé, sur le public, il se gave littéralement parce que je crois encore cet été on voyait ce que les régions donnaient à l'enseignement au lycée privé, c'est considérable, et si on prenait cet argent pour augmenter les professeurs du public, je pense que ça ferait une énorme différence. Mais non, c'est-à-dire que tout va dans un sens, et aujourd'hui, moi, ma crainte, parce que on a la nomination de la nouvelle ministre de l'Éducation, qui s'occupait de vendre des formations. On sait qu'il y a eu, alors ça vous touche pas à l'école primaire, mais il y a eu une réforme justement pour l'éducation, l'enseignement supérieur, pour pousser les gens vers des contrats d'apprentissage, etc., financés par les sociétés, mais avec des entreprises privées qui palpent, vraiment c'est le terme, des milliards d'euros avec des formations qui sont souvent pas au niveau. Et donc, quand on voit que cette personne vient de cette branche-là, on peut craindre le pire, que ça va continuer. Et bien sûr, et on va nous présenter. Oui, mais il y a Alexandre Portier aussi qui est là, donc tout va bien. Quoi, le ministre de la réussite scolaire? C'est ça? Ben, ils savent même pas qui. Et voilà, vous savez pas. Il y a Alexandre Portier. Il est très important, Alexandre Portier. Voilà, le ministre de la réussite scolaire. D'accord. Donc il va venir vous voir, il va vous dire comment réussir dans la vie. Peut-être que il y a un ministre de l'Éducation nationale, dont Pedro vient de parler, et il y a un ministre de la réussite scolaire. Elle nous invite à faire en tant que prof une vidéo, parce que je pense que c'est... Ouais. Moi, je pense que vous allez recevoir dans pas longtemps un PowerPoint de McKinsey ou de Ernst & Young qui va vous expliquer comment réussir dans la vie. Voilà. En 6 modules de 750 €. Plus sérieusement, non, on vit dans un monde qui marche sur la tête. L'école, c'est, comme vous l'avez dit, c'est le vivre ensemble, c'est un des fondements. Quand l'école s'effondre, c'est tout le reste derrière. Parce que des enfants en échec scolaire, dès le primaire, même dès la maternelle, c'est des enfants qu'on va retrouver dans la rue au collège, au lieu d'aller au collège. C'est des enfants qui vont sombrer très rapidement, faute de perspective, dans la délinquance, dans la radicalisation religieuse, dans un certain nombre de choses. Et donc, le chemin déjà est tout tracé. Et donc, ils n'auront pas de possibilité de s'en sortir. Parce que, justement, tout ça parce qu'on n'a pas mis les moyens de base pour les intégrer de manière convenable. Et l'école est la pierre angulaire de l'intégration. Et que je parle de l'intégration, au-delà des origines, l'intégration sociale, en tant que citoyen, dans le vivre ensemble, manger à la cantine, débarrasser son plateau, ça fait qu'à la maison, on a un enfant qui sait se débarrasser. C'est bête, mais les gens ne se rendent pas compte. L'école a plein d'effets positifs au-delà de l'éducation pure. Oui, mais justement, pardon, je vous coupe. Justement, sur ce point, en fait, c'est ça, c'est ce que vous disiez un peu tout à l'heure, que l'éducation, c'est un investissement. Donc, voilà, les élèves vont être des citoyens de demain, des futurs travailleurs. Donc, oui, d'accord, ça va coûter de l'argent, mais je veux dire pourquoi? Après, c'est aussi pour porter à bout de bras la société. Donc oui, c'est très important, mais bon, effectivement, comme la santé, la justice et d'autres choses. Mais c'est vrai que voilà, l'éducation, c'est aussi une des bases quand même qui est très, très importante. Et après aussi, il y a toute la question de quand on travaille avec de l'humain, est-ce qu'on peut raisonner comme un ordinateur avec des chiffres? Je ne sais pas, je ne pense pas. C'est l'avantage et la merveillosité. La beauté d'être enseignante, c'est qu'en fait, nous, on va prendre toutes les différences et toute l'hétérogénéité qu'on va croiser dans la classe et on va composer avec, on va jouer avec pour permettre aux élèves de développer le vivre ensemble, pour apprendre à travailler ensemble, apprendre à s'entraider, à se respecter, apprendre les règles de base comme prendre soin de la classe, des biens matériels qu'on a dans l'école à disposition, leur faire comprendre qu'il y a des lois dans la vie en leur passant par les règles de classe et des règles de vie qu'on va imposer, qu'on va leur faire créer même. C'est peut-être en passant par là que en fait, on arrive à développer et à co-construire la société de demain, en fait. Donc, c'est vraiment un des piliers absolument nécessaires qu'il faut, parce que si on forme bien les élèves en tant que professeur des écoles, si on arrive à leur donner le goût de l'école, on peut éviter un décrochage scolaire plus tard. Et en évitant le décrochage scolaire, bon, même si c'est pratique parce que les élèves en décrochage scolaire, de ce que j'ai vu, ils ont une tendance à aller vers des bacs professionnels et donc à trouver un emploi très rapidement et des emplois qui sont tout aussi nécessaires que tous les autres métiers.
Mais on va aussi avoir des élèves plus intellectuels qui vont partir faire de plus longues études, voire de très longues études, et qui vont finir par trouver un métier qui leur plaît vraiment et par s'investir dans une carrière qui leur convient, qui leur plaît vraiment. Et je pense que c'est le plus important de permettre à tous les élèves de trouver leur voie, en fait. Parce que s'ils trouvent pas leur voie, en tant que citoyens, ils vont avoir du mal à se sentir à l'aise dans une société dans laquelle ils ont un travail qui ne leur convient pas, un travail qui reste alimentaire. C'est important que vous rappeliez le rôle non seulement d'enseignant d'une matière particulière que vous avez, mais aussi que c'est l'école de la République qui forme les citoyens. C'est quelque chose qui est malheureusement de plus en plus oublié. Dans votre travail auprès des élèves, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un manque de formation des enseignants? Ce qu'on voit avec les vacataires qui viennent, et y compris des enseignants qui ont passé les concours, avec la disparition des IUFM, avec la disparition avant des écoles normales, beaucoup se plaignent du fait que les professeurs peuvent maîtriser le sujet qu'ils enseignent, mais n'ont pas été formés aux méthodes pédagogiques et ne savent pas, justement, comme vous dites, ou ont plus de mal à accompagner les élèves. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un travail à faire pour améliorer l'enseignement des enseignements, en particulier sur le domaine de la pédagogie? Tu veux répondre? Alors, vas-y, je t'en prie. Alors, justement, donc par rapport à ce point, donc, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que déjà, il y a la question de est-ce qu'on ne ferait pas passer ce concours à Bac+3 et ensuite ce qui nous permettrait de nous concentrer vraiment sur la didactique, la pédagogie, voilà, sans tous les autres aspects concours, etc. Et du coup, ce qui nous permettrait finalement d'entrer dans le vif du sujet, le cœur du métier. Et qui nous permettrait d'avoir des perspectives d'avenir solides. Voilà. Et alors, après, par rapport à la formation actuelle, oui, effectivement, je pense qu'elle pourrait vraiment être améliorée parce que, oui, il y a surtout au niveau de la pratique, voilà, quand on arrive en classe, qu'est-ce qu'on fait vraiment je veux dire, il y a plein de choses qu'on apprend sur le terrain, voilà, et qui ne s'apprennent pas forcément dans les INSPE, voilà. Après, c'est vrai que moi, par exemple... Pendant le Covid, tout le monde a découvert que enseigner à ses gamins, à soi, ça rend zinzin. Ça, au bout de 2 heures, on a évité des meurtres, je pense, en masse. Ça devient fou. Et beaucoup de parents ont capitulé, dire bon, regardez des films parce qu'on n'y arrive pas du tout. Oui, alors par rapport à ça, justement, c'est ça, c'est que en fait, il y a plein de gens, mais qui ne sont pas du tout éclairés sur tout ce sujet. Pourtant, ils amènent bien leurs enfants à l'école, mais voilà, ils sont pas du tout au courant de ce que tout ça représente. Et alors, moi, ce que je dis quand quelqu'un me dit oh, mais ça va, t'as les vacances, c'est facile, t'as les petits, c'est bon, tu leur fais 1, 2, 3, c'est bon. Bon, voilà. Ce que je leur dis, c'est que mais vas-y, passe le concours, je t'en prie, parce que vraiment, tu verras que quand tu seras dedans, tu comprendras. Je pense qu'on n'a même pas besoin de faire ça parce qu'ils vont démissionner et du coup, ce serait prendre des places pour des gens qui en ont besoin et qui en ont vraiment envie pour qui c'est une passion. Voilà. Mais peut-être que ce serait bien de pouvoir inviter les parents qui viennent nous apprendre notre métier et toutes les personnes qui osent critiquer, etc. Moi, je sais que ma famille me dit ça va, t'as les vacances. Mais quand ils vont me voir arriver avec mes vacances, avec mes 4 sacs de courses, de préparation, de matériel à préparer pour les enfants, ils vont comprendre que peut-être pas tant que ça les vacances. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, voilà, on aborde plusieurs sujets en même temps parce que c'est très vaste l'éducation nationale, mais c'est vrai qu'il y a cette question de la formation qui serait évidemment à revoir, oui. Mais aussi quelque chose de très important finalement en lien avec le salaire, le point d'indice, etc. C'est qu'en fait, personne ne se rend compte des heures qu'on fait réellement. Et il y a plein d'heures où on travaille le soir, le week-end, enfin vraiment plein de rendez-vous par an, des réunions, enfin qui sont totalement du coup informelles et qui ne sont pas du tout prises en compte. Et en fait, il faudrait vraiment revoir ça parce que clairement, on bosse énormément, voilà. Pour donner un ordre d'idée, on est rémunéré pour 36 heures par semaine, donc 24 ou 25 heures en classe avec les élèves. Il me semble que c'est 24. De cycle 2 et cycle 3 avec les cycles 1, donc la maternelle, c'est un peu moins, s'il me semble. Mais on avec les parents, les APC, donc les aides personnalisées,
j'ai oublié le C. Oui. Et tout un tas de réunions comme ça. Mais en fait, on nous l'a toujours dit à l'INSPE, et quand on nous forme, un bon enseignant, c'est un enseignant qui prépare, en fait. Un enseignant qui arrive en classe sans avoir préparé sa journée. Bon, déjà, il tiendra pas la journée parce que 6 heures, à devoir parler à des élèves, à devoir leur enseigner des choses, si on n'a rien préparé, c'est pas possible. Mais on prend pas en compte les temps de préparation. Un enseignant, il est à 36 heures à l'école, mais encore, on peut rajouter 20 heures de préparation, 20 heures de correction. Parce que pendant les pauses repas, on corrige. Quand il y a des corrections, on prépare la suite, on imprime, on découpe, on colle, on placifie, on revoit la classe, on déplace les affichages, on fait des affichages. Et c'est vraiment un travail monstrueux. Et pareil, quelque chose que les gens ne savent pas et donc ne peuvent pas avoir conscience, c'est que, en fait, quand on commence à être professeur des écoles, on commence la première année, on est stagiaire. Si tout se passe bien, on est titularisé. Et une fois qu'on est titularisé, on ne garde pas le même niveau. Sauf cas extrême, ça peut arriver des fois. Mais en général, on change de classe. On reste dans la même circonscription, je crois. Mais on change de classe, donc on change d'école, donc on change de niveau. Donc il faut tout recommencer. Donc là, moi, j'ai du CE2, CM1, mais peut-être que l'année prochaine, je vais avoir des maternelles. Donc pour ceux qui nous disent ça va, après la première année, tu seras rodé, tu auras des séances, des séquences et tout. Non. Bah non, en fait, il faudra que je recommence tout depuis le début. Et en fait, parce que dans l'éducation nationale, il y a 3 types de postes dans le premier degré. Il y a les titulaires remplaçants et les brigades départementales. Donc on a ceux qui ont une classe à l'année, ceux qui prennent toutes les décharges, donc pour les directeurs, ceux qui sont à 50% parce que maladie ou autre raison. Donc eux, ils ont plus ou moins une classe par jour, un niveau par jour. Et les brigades départementales qui sont là pour faire les remplacements quand il y a un arrêt maladie de dernière minute, un congé maternité et tous les autres remplacements longs finalement, et les remplacements qu'on ne pouvait pas anticiper. Mais ça, les gens n'ont pas conscience. Et quand on a ces postes-là, alors on va engranger beaucoup de séquences, mais c'est un métier qui est du coup très instable parce que, en fait, on apprend tous les jours à 8 heures où est-ce qu'on va travailler aujourd'hui. Et des fois, on l'apprend à 8h30, 9h. Donc voilà, c'est vraiment... C'est très compliqué et il y a beaucoup de gens qui parlent finalement sans savoir, et je pense que c'est le fait de ne pas savoir qui fait qu'ils se permettent de critiquer et de dire que ça va, on a les vacances. En tout cas, ça a il y a énormément de réactions, Oui. commentaires, plein de commentaires intéressants, genre Happy Fushoku, une population éduquée est un prérequis pour une démocratie fonctionnelle. Ça, c'est clair. Il y avait une question de LSA. Est-ce qu'il est toujours vrai qu'on envoie des professeurs inexpérimentés dans les zones difficiles? Quand ils sortent de stage, allez, tu prends ton parachute et tu sautes sur la zone la plus compliquée. Est-ce que c'est toujours ça? Est-ce qu'il y a pas, et si c'est le cas, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à modifier pour mettre les profs qui sont bons, bons au sens qu'ils ont d'expérience, qui savent faire, avec des primes, je sais pas, que sais-je? Oui, ça c'est un grand sujet aussi. Voilà, par exemple, tout ce qui est les écoles, réseau d'éducation prioritaire, etc., qui va là-bas. Oui, effectivement, ça serait logique que ce soit des enseignants déjà formés, qui ont de l'expérience, qui aillent dans ces réseaux difficiles. Et ça, je suis d'accord avec vous. Après, voilà, le problème, c'est que quand ces enseignants ont tant d'expérience, qu'ils ont fait tant d'années, clairement, ils ont envie d'aller dans des zones, dans des écoles près de chez eux, voilà, être un peu tranquille, etc. Donc voilà, c'est tout un sujet, mais c'est par exemple vrai pour l'Académie de Créteil. En réalité, qui c'est qui va à l'Académie de Créteil? Alors, je ne sais pas si là, on peut avoir les seuils parce que je ne les ai pas en tête, mais voilà, nous, sur Toulouse, il faut savoir que notre moyenne là, des listes complémentaires, le dernier de la liste complémentaire a environ 12, je crois que tu l'avais dit, Sylvie. Et à Créteil, si je ne me trompe pas, la moyenne pour être recrutée, c'est 7 sur 20. Donc, voilà, il y a aussi la question de qui c'est qu'on met en face de nos élèves, effectivement. Et voilà, quand on n'a pas notre concours au bout de tant d'années, il y en a plusieurs qui partent, par exemple, à Créteil. Oui, oui, totalement, oui. Même pas que. En fait, le concours, ils mettent les dates dans toutes les académies les mêmes jours pour qu'on puisse ne passer qu'un seul concours. Mais dans l'académie de Créteil et de Versailles, il manque tellement de personnel qu'en fait, ils ouvrent un deuxième concours après pour toutes celles et ceux qui n'ont pas eu le concours la première fois. Ils puissent le repasser pour avoir des enseignants parce que c'est pas possible. Mais en fait, factuellement, quand on regarde,
Je m'étais renseignée du coup pour éventuellement y aller parce que pourquoi pas, Versailles, ça me dérangeait pas. Mais en fait, à Versailles, un logement, c'est 1700 € par mois. Mais avec 1900 € brut de salaire, je peux même pas me payer un appartement. Donc en fait, je fais comment? Je vis dans ma voiture les premières années, histoire d'avoir engrangé assez d'économies pour pouvoir un jour espérer avoir un appartement potable. Ah ouais, faut faire des efforts quand même. Enfin, voilà. Oui, je sais. Franchement, je sais. Je tiens trop à mon confort, mais Ouais, non, mais... Franchement, manger, c'est mauvais pour le bilan carbone. fais des efforts déjà là-dessus. Alors après, juste, je vois un commentaire pour répondre à Christine Richard qui disait réunion avec les parents, une réunion en début d'année seulement. C'est faux. Alors, moi, je vais vous expliquer ce qui se passe pour moi actuellement, là, voilà, parce que c'est tout frais et je vous le raconte. Donc là, j'arrive mardi en classe de CM2 et il y a eu les évaluations nationales. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va devoir restituer les évaluations nationales aux parents. Donc, ça veut dire que je vais devoir les voir un par un. Voilà. Donc, non, je vous confirme qu'il n'y a pas qu'une seule réunion en début d'année. Il y en a plusieurs, vraiment. Et comme le disait, Et pas que en je ne début sais plus d'année. qui, LSA, je crois. Voilà, il y a aussi tous les élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc là aussi, il va y avoir plein de rendez-vous. Et puis, il y a tous les dispositifs à mettre en place avec la MDPH, avec voilà, plein de choses. Donc, plein de réunions. Voilà. Oui, on a aussi les parents qui viennent nous voir qui ont autodiagnostiqué leurs enfants TDAH, TS avec un trouble du spectre de l'autisme, HPI, trop intelligent, etc. Donc, qui nous demandent de faire particulièrement attention à leurs enfants, du coup, parce que ils ont des besoins spécifiques. On a aussi les réunions avec les parents parce que des fois, il y a des cas de harcèlement, il y a des cas de violence, donc il faut convoquer les parents, il faut qu'on discute avec eux pour échanger, trouver une solution tous ensemble. Donc les parents, on les voit toute l'année, vraiment, et le but, c'est de vraiment créer un lien avec eux pour pouvoir coéduquer les enfants parce que l'école a un rôle très important dans l'éducation et dans l'enseignement, mais si on le fait en parallèle avec les parents, ça fonctionne pas. Il faut qu'on le fasse vraiment ensemble et de manière jointe. Tout à fait. Et pour continuer avec les commentaires de Christine Richard, dans les maternelles, l'institutrice a une aide dans chaque classe. Oui, c'est totalement vrai, c'est l'ATSEM, effectivement. Mais après, une fois qu'on a dépassé la maternelle, voilà, il n'y a plus d'aide. Et puis, si on veut parler des ATSEM, alors quand on a 30 élèves dans la classe avec une enseignante et une ATSEM, je peux vous assurer que 30 élèves de petite section, moyenne section, bon courage, même à 2, je vous le garantis. Voilà. J'ai déjà été en stage dans une classe de grande section et de CP. On avait une vingtaine d'élèves. C'était un stage à 2. Donc, on avait la professeure, l'ATSEM, plus nous deux. Et on aurait facilement pu être 2 ou 3 de plus parce que avec tous les élèves à besoins éducatifs spécifiques, on ne pouvait pas tenir à 4. Si je peux me permettre de faire une réflexion justement par rapport à ce que dit Christine Richard, alors, il y a un truc, depuis le Covid, il y a un certain nombre d'espaces numériques de travail qui ont été mis en place, les ENT, qui fait qu'aujourd'hui, les parents peuvent solliciter tout le temps les professeurs à leur envoyer des messages, etc. Exige du professeur, parce que c'est devenu même une injonction dans pas mal d'établissements, des photos de ce qui est fait, etc., qui oblige le professeur à devenir webmestre multimédia et de devoir documenter, etc. Et ceux qui ne le font pas sont plus ou moins pointés du doigt. Moi, je me rappelle justement, et on parlait de la charge de travail, d'une classe découverte où est partie ma fille, où les parents devenaient fous furieux parce que à 20h, le professeur n'avait pas envoyé les photos de la journée. Et à un moment, moi, de leur dire, mais vous savez que c'est pas dans la fiche poste de prof d'être photographe, parce qu'en plus, ils se plaignaient que les photos étaient floues, mal cadrées et tout. J'ai dit, moi, je préfère que les enfants soient en vie et en bonne santé. Mais non, c'est l'obsession. Et donc, avec des profs qui recevaient une pression considérable à recevoir des dizaines de messages. Et donc, effectivement, maintenant, c'est un vrai questionnement. Les ENT rajoutent une pression supplémentaire puisque on va avoir des parents qui vont spammer les profs avec des messages, alors qu'avant, la porte de l'école les bloquait. Oui. Et donc, vous êtes obligé de répondre d'une certaine manière. Vous ne pouvez pas ignorer les messages. Pour répondre à Christine Richard, oui, normalement en maternelle, c'est 24 élèves maximum, mais c'est pas toujours respecté.
Et l'effectif optimal, on va dire, c'est maximum 19 élèves. À partir de 19 élèves, déjà, ça commence un petit peu à être compliqué. Pareil, en cycle 2 et 3, donc du CP à la CM2, du CP au CM2, pardon, l'effectif moyen, c'est 24 élèves par classe. Pour bien fonctionner, pareil, si on est à 20-22, c'est déjà très bien. On a un petit peu du mal déjà. Et oui, 35 élèves en STMG avec un seul enseignant, c'est très compliqué. À savoir que nous aussi, on peut avoir des STMG, mais les 6e STMG, et on peut même être du coup en classe avec des ULIS, voire être donc Des responsable de la classe ULIS. Oui, et justement, par rapport donc à la... pardon, je me suis perdue avec les commentaires. Allez-y, je me suis perdue avec Je les peux pas commentaires. regarder les commentaires. Alors moi, je voulais faire un commentaire. Donc, comme je l'ai dit, j'ai 3 filles. Il y en a une qui est à la fac, j'en ai une en maternelle et une en primaire. Ok. Et je suis devenu un militant ayatollah de l'arrêt de la présence des élèves, des parents, l'ennui qu'ils causent aux enseignants. C'est délirant. Les boucles WhatsApp, Telegram, les ENT, les demandes délirantes, HPI, mais pas que ça, les commentaires sur les corrections, c'est dingue. En fait, à un moment donné, il y a eu, voilà, je plaisante quand je suis un ayatollah, mais il y a une entrée des parents qui ne maîtrisent pas toujours le métier dans l'école, et ça crée beaucoup plus de problèmes que ça n'en solutionne. Je me demande s'il ne faudrait pas une réforme et dire que l'école, c'est l'école. Hein. Quand je vais aux urgences, je n'explique pas au chirurgien comment est-ce qu'il faut recoudre ma blessure. Moi, je le fais tout le temps, hein, forcément. Je connais mieux son métier que lui, c'est évident. Grande couturière, personnellement. Non, mais oui, vous avez raison. Enfin, ça, c'est également un sujet, oui, parce que... Après, voilà, c'est très difficile parce que en même temps, c'est aussi important que les parents, finalement, aient connaissance, comme là, on peut en parler aujourd'hui, de tout ce qui se passe. Et puis, en fait, c'est vraiment un travail conjoint parce que nous, on passe énormément de temps avec leurs enfants, hein, finalement. Donc, voilà, c'est très compliqué la relation avec les parents. Oui, voilà, je ne sais pas exactement quelle serait la meilleure chose à faire, mais c'est vrai que c'est compliqué, ouais. Je voulais juste faire une parenthèse avant de l'oublier, parce que je pense qu'on n'a pas très bien répondu à la question est-ce que c'est vrai que les professeurs débutants partent de suite dans des classes difficiles? Alors non, c'est pas vrai, puisque normalement on n'a pas le droit d'avoir des grandes sections des CP et des CM2, puisque c'est 3 niveaux qui sont très charnières, notamment les CM2 avec la préparation vers la 6e, les CP avec l'apprentissage de l'écriture et de la lecture, et les grandes sections avec la pré-préparation donc de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Mais là, nous, étant donné qu'on a été recrutés un peu en urgence, on se retrouve avec des niveaux qu'on n'a pas le droit d'avoir normalement, donc des CM2, des doubles niveaux, etc. Après, on va se débrouiller et on espère très fortement que les inspecteurs, le recteur, etc., prendra en compte le fait qu'on a eu des niveaux qui sont pas forcément très simples, qu'on a été recruté du coup 1 mois après la rentrée, qu'on a eu connaissance de notre niveau 1 semaine pile avant notre rentrée. Donc pour préparer une année scolaire en 1 semaine, c'est pas possible. J'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Voilà. Non, oui, non, franchement, tu as raison de le dire parce que c'est vrai que, bon, en même temps, on est prêt à tout, on est très content d'être recrutés. Ah oui. Mais j'espère effectivement que pour notre année de stagiaire, qui finalement est décisive, puisqu'on va avoir plusieurs visites et on doit être vraiment à jour dans nos cahiers journal, dans nos fiches de séquences, fiches de séance, etc. Et c'est vrai que là, quand on prend le train déjà en marche, c'est très compliqué. Donc voilà, j'espère que ça sera pris en compte. Et juste pour revenir sur les classes Oui, pardon. En fait, la moyenne des élèves, effectivement, dans la Haute-Garonne, par exemple, est de 24 élèves. Mais c'est une moyenne, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des classes qui sont quand même bien au-dessus de ça. Et voilà, donc c'est une réalité. Et si on voudrait un monde idéal, on devrait
effectivement dédoubler les classes et ça créerait plus de postes, et etc. et ainsi de suite. Voilà. Et juste aussi pour revenir par rapport au poste que nous avons eu là en tant que professeur des écoles stagiaires, et effectivement, ils devraient éviter les CP, les CM2, etc. En fait, ça a été vrai même pour d'autres années parce que j'ai des copines qui ont eu effectivement d'autres, voilà, des niveaux compliqués comme ça. Et là, dans la liste de postes que nous avions reçus, il y avait même une école en réseau d'éducation prioritaire. Donc, voilà, moi, pour répondre à cette question, je dirais que oui, malheureusement, on peut être envoyé, même en tant que professeur des écoles stagiaires, sur des écoles assez difficiles. Oui, c'est possible. Ouais. Et ça, c'est dans le premier degré. Nous, donc déjà, on a la chance d'être dans le premier degré, donc par académie, c'est-à-dire qu'on travaille dans l'académie dans laquelle on a passé le concours. Donc là, c'est l'académie de Toulouse. Mais les professeurs du second degré, eux, c'est un concours qui est national. Donc, en fait, quelqu'un qui habite à Toulouse peut très bien se retrouver à Paris-Créteil. Et en général, c'est dans ces situations-là, dans le second degré, en fait, qu'on va envoyer les débutants, entre grosses guillemets, vers les niveaux les plus difficiles. Moi, j'ai eu échangé avec des professeurs du premier degré qui étaient là depuis quelques années et qui me disaient, par exemple, eux, préféraient, au lieu d'avoir une classe à l'année, préféraient être en remplacement, en fait, parce qu'ils trouvaient le métier plus enrichissant. Donc, moi, je trouve que c'est un poste difficile parce que je suis débutante et que j'ai pas encore assez de bagages pour me permettre de changer de classe et de niveau tous les jours. Mais je trouve que c'est une bonne réflexion et ça montre que finalement, les postes difficiles ne sont pas toujours pris par les novices. Si ça répond à la question qui avait été posée. Non, mais moi, ce que j'ai constaté dans certaines écoles, c'était que, par exemple, les professeurs, et parfois déjà titulaires depuis longtemps, au moment de la composition des classes, poussaient vers le nouvel entrant, qu'il soit titulaire ou pas, certains élèves indésirables, et donc eux se faisaient des classes plus ou moins aux petits oignons. Et donc celui qui arrive, généralement tout neuf, tout frais, se retrouve avec une classe difficile, et alors s'il commence, alors que les autres ont des classes plus faciles. Et généralement, l'année d'après, c'est le nouveau qui se prend à chaque fois comme une sorte de bizutage, si on pourrait dire. Mais on peut comprendre effectivement la volonté d'écarter les élèves turbulents. Le problème, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui finit par avoir l'élève turbulent. Et quand on concentre les élèves turbulents, on rend pas service ni aux professeurs, ni à la classe en général, au groupe classe. Et c'est vrai que une réforme qui semblait positive, qui est celle de l'école inclusive, oui. Et reste catastrophique dans son application, faute de moyens. Exactement. C'est super sur le papier, et oui, c'est bien de scolariser des enfants en situation de handicap. Et attention, ça c'est un cliché contre moi, je lutte depuis des années. Être en situation de handicap ne veut pas dire systématiquement être en échec scolaire. Un enfant qui a besoin d'accompagnement, il peut avoir juste besoin d'accompagnement parce qu'il est en fauteuil roulant et qu'il ne peut pas monter les escaliers, tout bêtement. Même, on a aussi des enfants qui sont dyslexiques, donc pour écrire, ça prend plus de temps, donc ils ont besoin d'un accompagnement pour écrire à leur place, parce qu'ils ont besoin de plus de temps pour apprendre à écrire. Ou même des élèves qui sont appareillés, par exemple, qui sont sourds, voilà. Oui, exactement, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des moins bons élèves, parce que souvent, malheureusement, les enfants porteurs de handicap sont mis dans des cases, même malheureusement par certains professeurs, parfois plus âgés, etc. Et donc, on se retrouve avec des enfants, on pense qu'ils sont en échec, alors pas du tout. C'est juste, il entend moins bien, donc il faut lui répéter plus fort, ou il voit moins bien, et ou parfois certains, maintenant, il y a des aménagements avec des ordinateurs parce que justement l'écriture est difficile. Et on voit que c'est des enfants qui peuvent performer aussi bien, même parfois meilleurs que les autres. D'ailleurs, dans le pays qui vient d'accueillir les Jeux paralympiques, on se rend compte que moi, j'ai été impressionné par ce nageur brésilien sans bras qui nage beaucoup plus vite que moi. Et donc, à un moment, on peut se dire, oui, c'est plutôt moi l'handicapé dans la piscine que lui. Donc voilà. Et donc, c'est vrai que c'est important, mais ça a rajouté une charge de travail sur lequel on n'a pas formé les professeurs, les AVSH non plus ne sont pas formés. Si, on nous forme. On nous forme beaucoup, on nous donne beaucoup d'astuces. Par exemple, pour les enfants malvoyants, malentendants, on va avoir tendance à les mettre au premier rang. En fait, on trouve des stratégies. On sait que, par exemple, les élèves qui vont avoir des besoins plus spécifiques, il va falloir qu'on aille voir plus souvent, on va les mettre en bout de rang si on a une classe disposée en rang de bus. Comme ça, on pourra y accéder plus simplement. Ceux qui ont des difficultés donc de vue, d'audition, on les met au premier rang aussi. Ceux qui ont du mal à se concentrer, on va les mettre près du bureau, par exemple.
c'est toute une organisation. En fait, oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai qu'au final, moi, personnellement, j'ai pas forcément appris ça à l'INSEE. Donc, bon, mais très bien alors. Mais c'est vrai que, ou alors, oui, d'accord, il y a des petites astuces qui sont données, etc. Mais au final, sur le terrain, c'est pas pareil. C'est pas vraiment, quel est vraiment le temps de formation qu'il faudrait y accorder, etc. Oui, c'est sûr qu'il y a plein de choses à revoir et ouais, je pense qu'il faudrait se concentrer vraiment sur la didactique, la pédagogie et puis tout ce qu'on peut rencontrer au quotidien, voilà, les élèves en situation de handicap, etc. Et pour revenir sur cette question de l'inclusion, c'est super, c'est génial l'inclusion. Moi, c'est tout à fait génial. Mais c'est vrai que là, actuellement, comme vous le dites, dans les conditions budgétaires actuelles, etc., dans ce qu'on veut bien accorder au niveau du budget, etc., franchement, je vous le dis, c'est très difficile et je ne sais pas si c'est possible parce que déjà des élèves... non, je vais vous dire quelque chose. Déjà, rien que les dossiers MDPH sont très, très longs. Donc, c'est-à-dire qu'il peut se passer une année entre le moment où on le demande et finalement l'année d'après où ils vont recevoir des aides, etc. S'ils reçoivent des aides, parce que ça n'aboutit pas toujours, je le répète. Oui, voilà. Et ensuite, il y a toute la question, comme on en a déjà parlé, mais des AESH, les former, mieux les payer, est-ce qu'elles doivent devenir fonctionnaires? Je pense que oui. Mais voilà, et surtout qu'il y ait des AESH, oui, bien sûr qu'on en a besoin. Là, sur le terrain, on en a besoin, et voilà. Après, il y a toute la question de est-ce que tous les élèves peuvent intégrer des classes ordinaires? Voilà, ça... Pas assez de classes Ulysse, pas assez de classes Ulysse dédiées, très peu de classes malvoyantes, très peu de classes pour les sourds en Ulysse. Je crois que tout ce qui est en fait malvoyant et malentendant, il me semble qu'ils sont dans des instituts spécifiques. En Ulysse, on va plutôt avoir des troubles du spectre de l'autisme, de ce que j'ai vu moi en tout cas, et autres, je sais plus, troubles du développement, non, je sais plus trop. En fait, tout tourne autour de la question du budget pour l'école inclusive, parce que, par exemple, le SNUDIFO avec qui on travaille beaucoup nous a fait remonter une information dont on a entendu parler, mais je pense qu'il est beaucoup passé à la trappe, notamment aux informations, c'est que il y a 20 millions, je crois, d'euros qui étaient censés être destinés à l'école publique, qui ont été reversés à l'école privée. Donc forcément, ça nous enlève 20 millions de budget pour du personnel, pour du matériel, pour tout un tas de choses nécessaires. Et à l'école inclusive s'ajoute pas dire le cliché, mais la peur de la population de se dire qu'en fait, on tire les élèves par le bas. Parce que dans les classes, du coup, on a des niveaux très hétérogènes. On va avoir des élèves qui vont avoir besoin de sauter une classe et on va avoir des élèves qui vont être en difficulté scolaire. Et il faut que nous, on arrive à jongler avec tout ça et on essaye et on le fait plutôt bien, je pense. Mais moi, j'ai eu beaucoup de gens qui me disaient le problème, c'est à vouloir inclure tout le monde, en fait, on tire le niveau par le bas et à me proposer de faire des classes de niveau. Mais ça a été prouvé par la science. Les classes de niveau ne permettent pas du tout aux élèves d'évoluer. Ça les stigmatise, ça leur fait perdre confiance en eux, donc ça leur donne pas du tout envie d'aller à l'école. Parce que quand on est à l'école et qu'on est fiché comme l'élève qui a des besoins spécifiques, qui est en retard par rapport à tout le monde et qui n'arrive pas à avoir le bon niveau, personne n'a envie d'aller dans un milieu pareil, en fait. Enfin, personnellement, moi, j'aurais pas du tout envie. Ça, c'est encore plus vrai ce que tu dis pour ce qui se passe en ce moment au collège avec les groupes de niveau. Voilà, donc, le choc des savoirs. Oui, voilà. Donc, oui, c'est-à-dire qu'en fait, on met les élèves dans des cases et bon, voilà, il y a plein de questions qui se posent par rapport à tout ça, oui. Et je souligne le fait la remarque faite par Wood Armor sur les écoles en milieu rural, où tous ces problèmes sont encore plus amplifiés parce que les fermetures font que les gamins doivent faire en plus beaucoup de chemin, souvent emmenés en voiture par leurs parents parce qu'il n'y a pas assez de dessertes de transport en commun. Et les problèmes que vous soulignez, évidemment, sont aggravés. Moi, j'ai été dans la région de Lens. Il y a des parents qui n'ont jamais vu d'aide pour leurs enfants depuis très longtemps. Mais bon, comme ce sont des pouilleux, des gueux et des pauvres. Mais là aussi, je plaisante évidemment, mais je pense que c'est ça la réalité. Oui, et ce sont des gens qui ne votent pas beaucoup, ils sont pauvres, on mettra les moyens là. Et ça emmène à la question, je reviens sur cette question de la privatisation. Parce que là, vous avez dit, vous avez perdu 20 millions dans un cas particulier qui est allé au privé. Dans le chat,
on parlait de ce qui se passe, c'est que c'est financé par l'État, mais c'est aussi financé par les régions. Et par exemple, Madame Pécresse, parce qu'elle a cette orientation politique, va financer elle aussi beaucoup l'école privée. Et moi, tout ça me rappelle un film que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Esprit rebelle, Rebel Minds, 1995, ça remonte, avec l'extraordinaire Michel Pfeiffer. Mais ça, c'est parce que tu as un crush sur Michel Pfeiffer. J'avais. L'école aux États-Unis était tellement détruite, donc ils ont fait ce film, mais dans quel temps? C'est-à-dire qu'on va chercher les Marines, ils la mettent dans une école où il y a tous ces dysfonctionnements, et pendant ce temps-là, ça s'est privatisé. Parce qu'aux États-Unis, dans les années 70, c'était comme en France avant. L'école publique fonctionnait très très bien. Et c'est pas à pas qu'ils ont moins bien payé, les profs moins bien payés, moins de moyens, mettre tout en tas tous les gamins avec des problèmes avec les autres. Résultat des courses, c'est ce que vous avez décrit tout à l'heure, Sylvie, ou Léa, pardon. C'est que il y a des parents qui se disent ouais, je veux quand même donner plus de chance à mon gamin. Et donc le privé. Oui, on a une guerre privée-publique là qui est peut-être le nœud du problème. Et en fait, il y a tellement de problèmes outre ce fait-là aussi, c'est que on parle de fermeture dans les classes rurales, sauf que malheureusement, des fois, c'est nécessaire. Moi, j'ai fait un stage dans une école, on avait 5 niveaux par classe. Parce qu'on n'avait pas assez d'élèves pour faire une seule classe. Je veux dire, moi, j'avais de petites sections, moyennes sections. Non, j'avais petite section, grande section, CP, CE1 dans la même classe, avec des toutes petites sections. Et on était à quoi 15 élèves par classe. Sauf que normalement, en dessous de 13 élèves, on ferme l'école et on renvoie les élèves vers d'autres écoles. Et c'est difficile, mais malheureusement, on n'a pas le choix parce que pareil, après, à côté, on avait du CE1, CE2, CM1, CM2 et il y avait une vingtaine d'élèves à peine. Donc ça oblige à faire un travail monstrueux pour tout préparer, mais malheureusement, c'est nécessaire. Et j'ai vu une question par rapport au PAI et au PAP. Donc, oui, c'est en lien avec la santé. Les PAI, en fait, c'est des plans. Alors, je sais plus si c'est les plans ou projets d'accueil individualisés. Oui, mais projet d'accueil individualisé. Projet d'accueil individualisé, en fait, c'est tout ce qui va toucher à la santé. Donc, ça va être quand on va avoir des élèves hémorragiques, des élèves asthmatiques, des élèves qui ont des allergies, etc., etc. On a une petite trousse avec tous les médicaments dont ils ont éventuellement besoin. Bon, pour les hémorragiques, je crois qu'ils n'ont pas vraiment besoin de médicaments, mais là, c'est les urgences de suite si on en a besoin. Et les PAP, c'est pour les élèves. C'est le plan d'accompagnement personnalisé. Alors, je me trompe tout le temps avec le PPRE, je les confonds. Le PAP, en fait, c'est un plan pour l'élève. C'est un projet qu'on va mettre en place sur toute une année ou plus. De tous les aménagements qu'on va lui donner et faire pour lui, pour lui permettre de réussir sa scolarité. Oui, au alors, mieux, en tout cas. Alors, du coup, le PAP, c'est surtout pour les élèves dyslexiques. Voilà. Par exemple, oui. Après. Et avant, on a le PPRE. Donc, en fait, on met d'abord un PPRE en place sur une année. On propose des différenciations, des activités, des aides qu'on peut apporter à l'élève. On voit si ça fonctionne. Si on voit que ça fonctionne et qu'à la fin de l'année, les soucis ont été réglés, tout va bien. Par contre, si ça n'a pas évolué, on passe sur un PAP l'année suivante. Il y a les ESS aussi, les équipes de suivi de scolarité. Faut conclure. Dans le cadre, c'est là où on fait justement les GEVASCO pour les enfants en situation de handicap. Et une des grosses difficultés souvent pour les familles d'enfants en situation de handicap, c'est que comme il y a un manque d'enseignants référents, donc c'est l'enseignant qui fait le lien avec la MDPH et qui pousse les dossiers pour demander les AESH, etc. On est obligé de faire la réunion quasiment un an à l'avance pour pouvoir faire de la prospective de comment sera la scolarité un an plus tard. Et donc souvent, au moment où on a mis en place le plan, le projet, avec les moyens, ils ne correspondent plus du tout à la réalité puisque il y a, on va dire, un enfant, ça évolue, ça grandit, et donc on essaye de faire des projections sur l'avenir, et donc ce qui fait qu'on est tout le temps à côté de la plaque dans l'accompagnement de ces enfants-là, parce que sauf si l'enfant n'évolue pas et que c'est facile, quand généralement les parents se prennent en main et qu'ils accompagnent leur enfant à l'orthophonie, psychomote, etc., l'enfant il progresse, et donc l'instant T où on a choisi combien d'heures d'AESH, le type d'accompagnement, les aménagements ne correspondent jamais
à la réalité de l'enfant à l'instant T. Et ça, c'est vrai que il y a un manque de flexibilité sur cet accompagnement terrible, ce qui fait que ça vous aide pas et ça n'aide pas les parents ni les enfants. Donc, et sur la définition des besoins. Et c'est vrai que certains posaient la question, pourquoi il y en a plus? Alors déjà, je pense que parce qu'on a amélioré les processus de détection, mais on est encore en deçà, pour moi, de ce qu'on pourrait faire. Je suis, pour moi, personnellement, pour des diagnostics obligatoires dès la crèche. C'est-à-dire sur Louis, il est improbable encore aujourd'hui qu'on trouve des enfants qui arrivent en CM2 et on se rend compte que l'enfant ne voit rien. Il voit tout flou et donc on comprenait pas pourquoi l'enfant il faisait des fautes d'orthographe tout le temps et il retranscrivait, et juste il voyait rien. Et personne s'est rendu compte que cet enfant ne voyait rien. Oui. Et même chose avec les enfants sourds. Oui, alors, je crois qu'on va pas rentrer dans tous les détails parce que Oui, pardon. alors, la matinale Pardon. prend doucement fin et il est midi passé. Qu'est-ce que vous voudriez dire comme message en conclusion? Oui, alors voilà, justement, merci. Mot d'ordre ou... à vous. Mot d'ordre, ça, je te laisse y réfléchir, Sylvie. Moi, juste, je voulais rajouter, et après, je vous promets qu'on se quitte et qu'on peut aller tous manger. Juste notre donc lutte a été victorieuse puisque nous avons été recrutés. Et alors, voilà, je voulais juste dire un petit mot par rapport à ça. Comment nous avons pu être recrutés? Parce que franchement, c'était au départ très difficile. Il y avait certains syndicats qui étaient très pessimistes. Voilà, le secrétaire général du rectorat était très fermé à ce sujet pour nous recruter, etc. Donc, ça a été vraiment notre détermination et ça peut être finalement un peu le mot de la fin. C'est-à-dire que même quand on croit que tout est perdu, il faut jamais abandonner, il faut continuer à lutter. Après, c'est important aussi d'être unis tous ensemble parce que Ensemble, on va plus loin. Ouais, parce que ce qui nous a vraiment aidé, c'est d'être vraiment avec tous les syndicats. Bon, bien sûr, même si on a des petites préférences, etc. Mais voilà, vraiment tous les syndicats. On a contacté quasiment tous les députés de l'Académie de Toulouse. Bon, il y en a un peu moins de la moitié qui nous ont vraiment soutenus. Mais voilà, il y en a quand même pas mal, si je peux me permettre de citer leurs prénoms. Il y a Christine Arrigui, Joël Aviragnier, Christophe Bex, Adrien Clouet, Karen Hérodi, Sylvie Ferré, Stéphane Mazard, François Piquemal, Aurélien Pradier, Arnaud Simion et Anne Stambach-Terre-Noire. Donc, tout ça, je pense que ça nous a vraiment aidés. Et puis, le fait aussi qu'on organise quand même des manifestations devant le rectorat tous ensemble. On a également fait le 9 août, écrit une lettre à Madame la ministre, démissionnaire à l'époque. Voilà, donc et puis en plus de ça, la pétition, comme on l'a dit au tout début, je pense vraiment qu'il faut continuer à lutter, à s'organiser tous ensemble. Voilà, c'est pas perdu. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour se faire recruter quand même? Exactement. 1,4 le SMIC. Et comme dit Happy Fouchoku, bravo pour votre détermination. Il manquait que la grève de la faim. Voilà, on a failli penser. Hein. Non, mais vraiment, merci à Léa, parce que sans elle, on n'y serait jamais arrivé. C'est vraiment elle qui a tout tiré, mais de A à Z. Ouais. Et du coup, petit mot de la fin, je pense, c'est pour toutes celles et ceux qui veulent faire ce métier, il faut s'accrocher. C'est un métier qui est très, très difficile, mais c'est un métier passion. Donc, si vous aimez ça, laissez jamais tomber. Et bon courage. Si vous arrivez à rentrer, bienvenue dans l'éducation nationale. Oui, et surtout, soutenez les enseignants quand on fait des grèves, quand on fait des manifestations. C'est jamais pour rien. On a déjà eu des gens qui nous ont qui nous ont méprisés parce qu'on est dans l'éducation nationale, qu'on est professeur et qu'on fait grève. Donc, s'il vous plaît, évitez. Parce que si on le fait, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Renseignez-vous de pourquoi on le fait et battez-vous à nos côtés. Parce que sinon, l'éducation nationale risque de finir en grande partie privatisée et je pense que personne n'a envie de ça. Merci pour votre témoignage, votre détermination, pour les explications et puis surtout merci d'enseigner à nos enfants. Avec plaisir. Qui sont les citoyens de demain. Merci beaucoup. Si vous voulez, comme vous le savez, on a lancé cette matinale. On vous proposera de revenir dans quelques mois pour savoir où ça en est, comment ça se passe et quels sont vos combats du moment. Avec grand plaisir. Parce que dans 4 mois, vous n'allez pas vous arrêter là. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. À vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.